Eh bien bonjour et merci d'avoir choisi notre conférence. C'est vrai que le titre peut paraître un peu mystérieux, mais on va vous expliquer en détail de quoi il en retourne. Je me présente vite fait, je suis Benoît Trinité, je suis Solution Architect chez Renault Digital. Renault Digital, c'est l'accélérateur de la transformation digitale du groupe Renault, mais je vous rassure tout de suite, on ne va pas parler de transformation digitale. On va parler d'un challenge qu'on s'est lancé il y a un an, un petit peu fou, autour de ce qu'on peut voir là à l'écran. Vous voyez Symbiose, qui est un prototype de véhicule autonome et connecté chez Renault. Et on s'est dit, en bon accélérateur, comment on peut tester, valider, toucher les nouveaux concepts, les nouveaux usages du véhicule connecté autonome sans attendre la disponibilité de justement ces véhicules à l'échelle industrielle. Et c'est aujourd'hui qu'on va vous présenter le résultat. On est un peu fiers, pour notre première ADVOX, de venir vous présenter comment on a réussi à relever ce challenge, et notamment comment on a réussi à construire intégralement un écosystème de tests, de services de véhicules connectés, de services de mobilité. Et il s'appelle Miaocar. Donc pourquoi Miaocar? Parce que, un, il est miniature, donc il est à l'échelle 1/16e. De deux, ce sont des véhicules électriques. De trois, on parle bien évidemment de véhicules autonomes. On va s'intéresser à la fois à ce qui se passe dans le véhicule, entre le véhicule et l'utilisateur, c'est le on-board. On va aussi s'intéresser à ce qui se passe en dehors du véhicule, c'est le off-board. Et puis, oui, c'est un écosystème de véhicules. Donc avant de rentrer dans les détails de la genèse de Miaocar, je vous propose, je vais laisser la main à Sébastien qui va vous montrer une démonstration de comment on a réalisé un premier use case de robotaxi sur cette plateforme de prototypage. Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Decou, je suis architecte solution chez Renault Digital. Pour bien comprendre en fait, le reste de la présentation, il était important qu'on vous montre le use case parce qu'on va beaucoup revenir dessus et sur les concepts qui vont être évoqués dedans. Donc le use case, Benoît en a parlé, c'est un use case de robotaxi. Donc vous êtes client, vous avez besoin d'un taxi, vous utilisez une app pour lui demander de venir vous chercher à un point A et vous déposer à un point B. Les concepts importants qui vont être utiles sur cette démo, c'est d'une part une application mobile qui est en bas à gauche, qui représente une Smart City avec un véhicule dedans, votre taxi, et d'autre part, à droite, la représentation physique de ce véhicule. C'est une ville qu'on a construite, entendons-nous bien, c'est une ville en scotch, qui représente, enfin avec les moyens du bord, qui représente l'équivalent de ce qu'il y a dans l'application, avec un robot taxi qui se déplace dedans et qui subit un certain nombre de contraintes, notamment des contraintes de circulation. Chez nous, ces contraintes de circulation, c'est que les rues sont à sens unique, donc il ne peut pas faire ce qu'il veut. Quand il doit aller chercher un client, il doit répondre à ces contraintes pour respecter le code de la route. On va vous montrer rapidement trois démos sur ce use case. La première, c'est le robot taxi qui va d'un point A à un point B, avec le chemin le plus court possible. Donc l'utilisation de l'application en bas à gauche qui commande le taxi, qui obtient une réponse d'un service de réservation et le robot taxi qui se déplace dans cette ville. Un truc hyper important sur ce robot taxi, c'est que ce robot taxi n'a aucune vision. Il n'a pas de caméra embarquée, il n'a pas de sonar. Le seul moyen de se déplacer pour lui, c'est un équivalent GPS à l'intérieur, donc c'est un système de positioning indoor. On va du coup avoir le deuxième use case. On va d'un point A à un point B, mais cette fois le véhicule démarre d'ailleurs. Là, on va voir plus en détail le fait qu'il répond aux contraintes de circulation et donc qu'il va d'abord contourner un premier bloc de maison avant de pouvoir atteindre sa destination. Voilà. L'utilisateur monte dedans et simule le fait qu'il monte dedans en cliquant sur l'application sur le bouton Drive. Le véhicule redémarre et arrive à son point de destination en bas. La troisième démo, c'est la même, sauf que le point d'arrivée ne sera plus celui de droite en bas, mais celui de gauche. Et on voit que s'il prenait le même chemin, il ne pourrait pas tourner à droite en arrivant en bas de l'écran. Donc toujours en cherchant le chemin le plus rapide, il va pour le coup en prendre un plus long que celui qu'on a vu juste avant. Et on montre ainsi que le véhicule connaît le chemin qu'il a à prendre et répond aux contraintes de circulation. Voilà, il termine son parcours, il sort un peu de l'écran et il arrive en bas au point de destination de l'utilisateur. Alors, les choses importantes, c'est pas un vrai véhicule évidemment, donc tous les concepts qu'on va expliquer ne s'appliquent pas nécessairement sur le véhicule autonome réel, c'est bien un usage
test, un usage de démo. Pour ça, je vais laisser la parole maintenant à Christian qui va vous expliquer un peu l'agencement global de tout ce qu'on a utilisé dans l'écosystème et qui va revenir sur différents points. Merci Sébastien, Christian Nitescu, Solution Architect pour Renault Digital. Je vous propose de soulever le capot et de regarder ce qui est derrière la solution, les composantes et la communication qu'on a mis en place. Nous avons des services dans cloud qui sont à l'accès, donc accessibles à l'application, donc une application mobile. Ils s'adressent à des services qui sont exécutés dans cloud sur GCP. Et puis nous avons une carte Raspberry Pi sur le véhicule, donc la partie on-board, et une carte autopilote sur le véhicule. En termes de communication, tout est hautement événementiel. C'était l'idée derrière ce projet. Et nous avons 3 bus de communication. Un bus de communication dans cloud, off-board, qu'on va appeler juste backbone, donc c'est chargé de véhiculer des messages pour les microservices et à destination du véhicule. Sur le véhicule, nous avons le bus ROS. Donc ROS, ça vient de Robotic Operating System. C'est on va dire un méta-système d'exploitation. C'est quelque chose entre le système d'exploitation et le middleware. En gros, c'est un bus avec une énorme communauté qui permet de connecter des capteurs, voire même de récupérer des images, transférer sur de l'intelligence artificielle, des choses comme ça. C'est quelque chose de très puissant. Et enfin, nous avons le bus MicroOrb qui s'exécute sur la puce du autopilote. L'autopilote étant une carte d'habitude à usage de drone et qu'on a adapté pour les véhicules terrestres. Alors je vous propose qu'on regarde en termes de communication 2 flux. Un flux descendant qui permet à l'utilisateur de réserver son véhicule et un flux montant qui permet au véhicule de notifier l'utilisateur de l'arrivée au point de pick-up, ce que vous avez vu dans la démo. Donc tout d'abord, nous avons un utilisateur qui, à travers l'application mobile, va envoyer une requête REST à un service mission. Le service mission va obtenir une liste de véhicules disponibles auprès du service véhicule. Ensuite, va appeler le service planner qui va donner des routes optimisées pour chaque véhicule avec un coût. Le service mission va choisir le véhicule optimum pour exécuter la course et va transmettre la mission, qui est une succession de points de passage, au bus ROS en passant par le Backbone Bridge. Donc un événement posté sur Backbone, récupéré par Backbone Bridge, qui est juste un bridge entre ROS et Backbone, et récupéré par le bus ROS. De là, il est lu par le Brain. Le Brain est un composant qui s'exécute sur la carte Raspberry Pi et qui est chargé de gérer les points de passage. On lui transmet une liste de points de passage, il est chargé de gérer tout ça. Il va choisir le prochain point de passage et il va le transmettre à l'autopilote en passant par la passerelle Mavlink et le bus MicroOrb. L'autopilote lui-même est composé d'un estimateur qui est chargé d'interpoler la position du véhicule, d'un contrôleur qui transforme la position du véhicule et le prochain point de passage en ordre d'accélération et de direction qui sont exécutés par l'actuateur sur le véhicule. Ça, c'est le flux descendant. Tout est en événement. Le flux montant, on a un système de indoor positioning, donc de position indoor, qui remonte les positions sur le bus ROS. De là, elles sont lues par le Brain, qui est chargé de surveiller le passage sur le point de pick-up. Lorsque le Brain s'aperçoit que le véhicule est au point de pick-up, il va transmettre cet événement au service mission en passant par le Backbone Bridge, par le Backbone et ensuite le service mission. Le service mission va notifier l'utilisateur par le WebSocket qui existe entre le service mission et l'application mobile. Donc tout est hautement événementiel. Je reviens sur cette slide parce que c'est un peu le fil rouge de notre présentation qui suit quand on rentre en détail sur les composants. Donc je reviens, nous avons une application mobile qui s'exécute sur le téléphone de l'utilisateur. Nous avons des services dans cloud qui sont déployés sur GCP en utilisant Kubernetes. Nous avons des services on-board. Les services on-board sur le véhicule s'exécutent sur 2 composantes, une carte Raspberry Pi qui fait tourner le Brain, le système de positioning et le bus ROS,
Et puis un autopilote qui a son propre bus et qui est composé des estimateurs, contrôleurs, actuateurs, etc. En termes de stack technique, parce que bon, vous êtes développeur quand même, nous avons mis une grande variété de langages et de solutions. Pour quelles raisons? D'une part, on voulait expérimenter la manière dont des technologies complètement hétérogènes interagissent dans un environnement événementiel. Eh bien, ça marche. Deuxièmement, c'est un side project, comme mes collègues vont vous le dire. Et à un moment, chacun a contribué avec le langage, la technologie avec laquelle ils se sentaient le plus à l'aise. Donc du coup, on a du Flutter sur l'application mobile, ou alors des endroits où on voulait expérimenter. Donc on a du Flutter pour l'application mobile, on a du Node.js, du Java et du Python sur les services cloud, on a du Python C++ sur Onboard. L'Onboard tombe sur Ubuntu pour la carte Raspberry Pi, et puis sur Nux pour l'autopilote. Voilà, donc là, je repasse la main à Seb pour la suite. Alors, on va revenir sur les différentes parties une à une. C'est un projet qu'on a commencé from scratch, et comme tout bon projet qui se commence from scratch, surtout dans l'industrie, il faut aussi qu'on pense à la partie hardware avant la partie software. Donc justement, c'est une voiture qu'on a conçue de A à Z, avec la partie électrique, la partie électronique, la partie capteur. On voit ici la construction de la V1 de la Miaouka avec on pourrait appeler ça quasiment un cluster de Raspberry qui communique sur un switch réseau. Prise en compte évidemment des besoins d'alimentation sur des composants électroniques qui ne sont pas les mêmes que les besoins d'alimentation sur les cerveaux de la voiture. Et pour aboutir à cette version 1 de la Robocar qui simule en gros l'expérience qu'on pourrait avoir sur un véhicule, sans s'asseoir dessus, je vous en prie. Donc un écran tactile qui permet de simuler l'infotainment, donc l'écran que vous avez dans votre voiture et qui permet de simuler du coup les interactions on-board dans le véhicule, le capteur indoor GPS, donc le capteur de positioning indoor, 3 cartes qui permettent de gérer l'expérience utilisateur, de gérer le brain dont on a parlé et de gérer l'autopilote. Christian l'a dit, cette slide est super importante parce que c'est celle qui va nous servir à dérouler la présentation et expliquer les différentes briques sur lesquelles on va revenir. Donc on va partir de la gauche et on va revenir sur la partie expérience utilisateur du côté service de mobilité, donc du côté des applications, en vous montrant un peu de quelle façon l'application interagit avec l'écosystème. Elle interagit avec 2 grands types de briques. Les briques qui sont des briques de contexte, qui renvoient les informations concernant les véhicules qui sont disponibles, et une brique qui est plus une brique de personnalisation, qui va concerner tout ce qui concerne chaque utilisateur, donc les demandes de réservation de véhicules. Sur un workflow classique, l'application va donc commencer par interagir avec le service, l'API véhicule, pour récupérer un ensemble de véhicules à proximité, donc la flotte de véhicules disponibles. Suite à quoi, elle va s'abonner sur un socket sur lequel elle va recevoir les données temps réel de chacun des véhicules, telles que la position, son orientation dans l'espace, sa vitesse, son niveau de batterie et son état. Est-ce que ce taxi est disponible ou est-ce qu'il est occupé? Et donc ces informations vont nous permettre de rafraîchir en temps réel l'état de la voiture sur la carte. Ensuite, quand un utilisateur a besoin de réserver un taxi, il va faire appel du coup à la partie personnalisation, on va renvoyer une demande de réservation au service mission, qui va nous renvoyer, si un véhicule est disponible, l'identifiant du véhicule qui nous a été réservé et un identifiant correspondant à la mission qui est associée à ce véhicule. Ces informations vont nous permettre de nous abonner à un socket à l'aide de l'identifiant de la mission, ce socket va nous renvoyer lui aussi les données temps réel concernant l'état de la mission. L'état de la mission, c'est quoi? C'est le véhicule est en approche, le véhicule est arrivé à son point de pick-up, l'utilisateur est monté à bord, le véhicule est en route, le véhicule est arrivé à destination, etc. etc. D'un point de vue stack technique, on est parti donc sur une application Flutter. Flutter, c'est un SDK Google qui permet de développer des applications hybrides, donc avec une seule base de code
à la fois pour iOS et pour Android, et surtout qui déploie du code natif, donc qui se compile en code natif. Donc le réactif côté application mobile a été également implémenté sur la partie UI et a été mis en place grâce au pattern block. Le pattern block, c'est un pattern qui se base exclusivement sur des streams. Donc c'est des données sur un stream en entrée qui produisent des données sur un stream en sortie. Donc on voit ici le bloc qui sert à gérer la mission, où on a sur la partie supérieure le stream en entrée qui s'appelle event et le stream en sortie qui s'appelle status. Dans le constructeur, l'abonnement au stream en entrée pour faire des traitements sur la donnée en entrée et en ressortir une donnée utilisable en sortie. Ici, c'est hyper simple, c'est transformation d'un événement en un statut utilisable par l'UI. Et l'exposition des deux streams. Comment, du coup, ce bloc peut-il être exploité au niveau UI pour en faire une interface réactive? Flutter met à disposition un widget qui s'appelle les slides ne passent plus. C'est pas mal comme bug. C'est de l'effet démo sur la présentation. Non, mais les Macs, ça plante jamais. Mac, ça plante jamais. Bref. C'est qu'il est planté? Il a l'air. Donc, il met à disposition un widget qui s'appelle le Stream Builder. Le Stream Builder, c'est un widget graphique qui se reconstruit sur des événements en provenance d'un stream, justement. Donc, on va abonner l'événement, le composant graphique. Voilà, super, merci. Bon, je ne sais pas où tu en es, mais... Je suis là. On va abonner donc, le composant graphique, le Stream Builder, sur le stream en sortie. Donc ici, dans le bloc, le statut. Et cet élément graphique va se reconstruire chaque fois qu'un événement arrive sur le stream. Donc en mode purement réactif. Donc ici, ce qui est montré, c'est comment le bouton, sur les deux captures d'écran ici, comment le bouton Drive apparaît et est géré. Donc, ce qui est montré, c'est comment le bouton Drive apparaît, mais en fait, c'est valable pour tout ce qui est présenté sur cette slide-là, sur ces captures d'écran-là, comment les états des voitures changent, comment le texte change. Je n'allais pas juste redupliquer un bloc de code identique, mais globalement, Flutter met à disposition une interface réactive de cette manière-là. Derrière, l'application se cache donc tous les services, et je repasse la main du coup à Christian pour aborder la partie cloud. D'accord. Merci. On va passer rapidement sur les services cloud. Donc, on est déployé en Google Cloud Platform avec Kubernetes. Alors, pourquoi Kubernetes et pourquoi Google Cloud Platform? On voulait du Kubernetes pour se faire la main sur cette plateforme très orientée microservices. Et Google Cloud Platform, quand on a commencé, était la plateforme la plus en avant sur ce service en mode manager. Donc, il y a au moins ces deux explications-là. Il y en a plein d'autres et je ne vais pas entrer dans le détail sur Kubernetes parce que vous en avez vu tellement ces 2 jours-là que je peux juste pas dire grand-chose. En revanche, 2 raisons très importantes pour nous, c'est la portabilité, le fait de pouvoir être multi-cloud avec une plateforme comme Kubernetes, on peut s'exécuter sur n'importe quelle plateforme, c'était très important pour nous. Et puis, en termes de développement, on a entendu beaucoup que c'est difficile avec Kubernetes. En revanche, il y a des avantages, comme les namespaces pour avoir des environnements très facilement, donc dev, staging, production, très facilement avec Kubernetes. Des config maps et des secrets, comme ça, on peut découpler la configuration et les secrets entre le développement et la production. Et puis, en CI/CD, bon, ça se passe quand même bien parce que vous avez ici un exemple des jobs GitLab CI, où on déploie un service, le service mission en l'occurrence. Ce n'est pas excessivement compliqué, donc on va faire un kubectl apply, le tour est joué. Quand même, on a dû utiliser SED, donc des commandes qu'on n'aime pas beaucoup mettre en avant pour remplacer des variables. Donc peut-être que dans une prochaine version, on va regarder quelque chose comme Helm ou des mécanismes de templating qui nous permettent d'être un peu plus flexible là-dessus. Et de gérer plus de complexité parce qu'à 10 variables, on va avoir un problème. Je vais rentrer en détail maintenant sur le service mission. Le service mission s'exécute en cloud et il reçoit
les demandes de l'application mobile pour réserver un véhicule. On va aborder 3 challenges qu'on a eu en développant ce service. La gestion de la concurrence, puisque c'est un service de réservation centralisé et qui accède à une ressource unique qui est le véhicule. La communication avec l'appli mobile. Et puis, troisièmement, le mix entre les requêtes REST qui arrivent depuis l'appli mobile et la gestion événementielle qui vient des bus qui sont derrière. Donc, tout d'abord, sur la concurrence, on avait besoin de réserver un véhicule, mais le véhicule doit répondre et accepter la mission. Donc, entre les deux, on ne voulait pas qu'un autre service mission qui est distribué puisse acquérir le même véhicule et avoir un conflit au niveau des réservations. Donc, en gros, le service mission gère l'affectation des véhicules, mais comme il est distribué, il peut y avoir un problème de gestion du lock du véhicule qui, lui, est vrai et unique. On a utilisé Redis pour poser un lock avec un set non nul sur Redis et un timeout sur cette réservation. Comme ça, si le véhicule ne répond pas ou si le service crash, le lock il partira tout seul au bout du timeout. Et lorsque le véhicule a répondu, on a la deuxième méthode qui va persister le lock en Redis. Redis, on a utilisé Memory Store de GCP, qui est le Redis Manager. Donc avec ce système, on a une garantie de performance et une fiabilité en même temps. Deuxième cas d'utilisation, c'est la communication avec l'application mobile. On voulait que l'utilisateur soit notifié en temps réel, d'une part des positions des véhicules, mais aussi des événements liés à sa mission. Le véhicule est arrivé, il est devant chez vous. Vous êtes arrivé à la destination, vous pouvez prendre vos bagages et descendre. Donc, ici, on avait 2 problèmes. C'est l'exposer les credentials. L'appli mobile aurait pu se connecter elle-même sur le backbone. Parce que sur l'appli mobile, on peut faire du MQTT, il n'y a pas de problème. En revanche, on aurait dû exposer les credentials. On ne voulait pas. Et deuxièmement, le problème du back pressure. Donc, on voulait avoir la main sur la gestion du back pressure. Donc, pour cela, on a fait un proxy dans le service mission. L'application mobile va créer un WebSocket pour chaque mission sur laquelle attendent les messages. Le service mission, de son côté, s'abonne aux topics MQTT qui sont relevants pour la mission et va relayer les messages à l'application mobile, tout simplement. Alors, pourquoi WebSocket et pas SSE? On anticipait un besoin de communication descendante. Ici, on n'est que sur de la communication montante, mais on anticipait un besoin de communication descendante, et ça fait la transition vers le 3e cas, qui est une communication mixte entre requête REST et des événements. Et là, donc, typiquement, on a une requête REST qui permet de faire une réservation, mais derrière, le véhicule, il répond en événementiel. Donc, sur la requête REST, il faut faire une petite gymnastique du code pour attendre les réponses du véhicule, qui c'est du on, alors que là, on est du await. Donc, on a dû transformer ça avec des promises. C'est pas très élégant, mais surtout, l'utilisateur est bloqué en attendant ses réponses. C'est pas terrible. Donc, ce qu'on va travailler prochainement, c'est de remplacer les requêtes REST depuis l'appli mobile avec des communications à travers le WebSocket. Ce qui va être beaucoup mieux parce qu'on va non seulement avoir quelque chose de plus cohérent, mais on va informer l'utilisateur de l'avancée de sa mission. On a trouvé votre véhicule, le véhicule est en attente de réponse, le véhicule a accepté la mission, donc de suite on peut remonter des états comme ça. Pour ce code-là, on a aussi une version RxJS qui est peut-être un peu plus élégante, donc si quelqu'un est intéressé, au stand, on peut en discuter. Et là, on va passer au service véhicule et je donne la parole à Adrien. Bonjour, moi c'est Adrien Papoussoy, je suis lead dev chez Renault Digital. Là, je vais vous parler du service véhicule. S'il y en a parmi vous des gens qui font du Java, ça c'est le service qui est écrit en Java, qui doit répondre à un certain nombre de contraintes. On a essayé de se faire plaisir un peu. On a fait du Spring Web Flux, programmation réactive, tout ça. Globalement, comment ça se passe? On a le service véhicule qui, lui, s'abonne à des topics dans le backbone, qui est un broker de messages.
Et donc, il reçoit les événements en temps réel et aussitôt les événements reçus, il les sauvegarde direct dans une base de données en FluxDB. Alors, pourquoi en FluxDB parce que ce sont des mesures qu'on prend sur le véhicule et on a pensé que c'est peut-être sympa de brancher derrière un outil de visualisation style Grafana ou autre pour afficher des graphes, tout ça, l'historique de l'utilisation, tout ça, et aussi pour faire des requêtes du type select last pour afficher justement sur l'application mobile les dernières positions des véhicules, et pas que les positions d'ailleurs. Donc, on expose une API REST toute bête avec du GET. Hein, on renvoie les positions, les données des véhicules. Et une fois que ça s'est affiché sur la carte, on établit une connexion WebSocket pour être informé en temps réel de toute évolution de ces paramètres-là. On prépare une version avec Spring Cloud Stream parce que on voit bien que peut-être qu'à l'avenir, on aura besoin de faire évoluer les schémas des données qui transitent entre le backbone et l'application. Et donc ça permet quand même une meilleure abstraction de backbone utilisés parce que là, vous allez voir, on utilise Solast, mais on aime peut-être que... nous, on aime bien les protocoles, les MQTT et MQP, tout ça. Donc, avec Spring Webflow, en fait, on s'en fiche du backbone utilisé. Et aussi pour faire évoluer, mieux gérer les évolutions des schémas. Et donc, on s'est rendu compte qu'on avait un problème de back pressure parce que le réseau mobile, ça peut être lent. Donc, on avait l'impression, parfois, la voiture était déjà arrêtée et on continuait à recevoir des événements. Donc, comment on a géré ça? Et je vous montre un petit morceau de code. On a un processeur qui est à la fois un publisher et un subscriber dans le projet Reactor. Et on le transforme en haut flux et on a décidé de sampler, au fait, d'échantillonner le flux de messages qui est en provenance du backbone afin de soulager un peu la bande passante. Et si jamais ça ne marche pas, on est lag et on envoie le dernier message qui se trouve dans le buffer avec le back pressure, les tests là. Et on voit bien un appel au Vehicle Tracking Service Get Vehicle Last Tracking by ID. En fait, ça renvoie à mono. Donc, on a un flux de mono. Donc, on est obligé de faire un flat map pour renvoyer les vraies données. Tout ça, c'est dans un WebSocket Handler du Spring Webflow. Donc là, on a parlé du véhicule service qui s'abonne au backbone. Maintenant, je vais vous parler un peu de qu'est-ce que c'est que ce backbone-là. On a choisi Solast pour ça. Pourquoi on a choisi Solast? Parce qu'on a des contraintes au niveau de l'entreprise. Donc, on cherchait une solution globale, mondiale. Comme vous savez, Renault, c'est une entreprise qui est présente sur plusieurs continents. Donc, on avait besoin d'un mesh de services, de mesh de messages au niveau mondial, avec des données qui se répliquent entre elles et 100% managées dans le cloud. Donc, Solast, c'est installé, c'est managé dans tous les clouds. On peut l'installer en prémisse chez nous et ce qui est très important, ce qui nous intéresse dans le contexte industriel de Renault, c'est que ça fournit aussi des appliances hardware déployables dans les usines. Évidemment, il est multiprotocole, AMQP, MQTT, REST, tout ça. Et puis, évidemment, il fait des topics et des queues avec une utilisation avancée, hiérarchisée, avec souscription par wildcard. Bon, au fait, c'est un broker de messages et on a saisi l'occasion de ce projet-là pour jouer avec. On a vu ce qui se passe dans le cloud. Maintenant, on va passer au bus de messages et aux autres composants de la voiture. Dans le monde d'IoT, je vais passer la parole à Benoît. Voilà, donc on arrive dans la voiture. Donc, comment on rentre dans la voiture, pardon? On va passer par le Backbone Bridge, qui est la porte d'entrée, qui est simplement un composant qui va s'occuper de relayer les messages entre les deux backbones, celui qui est dans le cloud et celui qui est propre à la voiture, hein, qui est ROS, le premier. Donc sa mission est assez simple. On a utilisé MQTT parce que d'abord c'est un protocole standard,
Donc ça nous permet de basculer sur d'autres fournisseurs de MOM si jamais il y a besoin. Et de deux, parce que ça permet d'avoir une architecture où c'est le véhicule qui se connecte à l'infrastructure et pas l'inverse. Donc on n'a pas d'API exposé. Hein, on n'a pas de possibilité d'appeler la voiture, c'est la voiture qui appelle le backbone. On utilise aussi MQTT parce que, comme l'a dit Adrien, il y a des facilités de nommage des topics qui permet d'avoir une approche un peu identique à ce qu'on fait en REST avec des identifiants dans les passes. Et en plus, c'est auto-discoverable, puisqu'on n'a pas besoin de déclarer à l'avance les identifiants qu'on va faire transiter sur le MQTT. Donc typiquement, notre service découvre les véhicules de manière dynamique. Le Backbone Bridge, aujourd'hui, il est implémenté en Python. Pourquoi Python? Bon, je dirais pourquoi pas. Bon, surtout qu'il ne fait pas grand-chose finalement, parce qu'on voit ici le flux de messages où il va d'abord souscrire sur les deux backbones les informations qu'il a besoin de faire transiter. Et ensuite, quand il reçoit un message d'un côté, il le fait transiter de l'autre. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc, Python est supporté par ROS, donc ça tombe bien. Donc, c'était à mon choix. Après avoir passé ce premier backbone bridge, on va pouvoir atteindre le deuxième gros morceau du véhicule qui s'appelle le brain, qui lui a la charge de gérer tout l'état du véhicule. Donc il a vraiment conscience de l'état du véhicule, de sa disponibilité. Il a conscience aussi de la mission. Il va recevoir la mission que le robot taxi a reçue. Et il va être chargé de décomposer la mission en points de passage. Et il va s'assurer que le véhicule passe bien par tous les points de passage, et ça en coordination avec l'autopilote. Le brain, il a été implémenté sous forme d'automate à état fini, parce que c'est particulièrement adapté à ce type de mission, gérer des états et passer d'un état à l'autre sur des transitions. Donc ça ressemble à ça. À droite, c'est l'automate tel qu'il existait il y a quelques semaines. On avait fait de l'héritage d'état, mais finalement, on va revenir en arrière. Je pense qu'on va passer en composition, parce que c'est pénible à gérer, en fait. Et puis en haut à gauche, on a la souscription côté ROS. Donc typiquement, là, on illustre le premier état de l'automate, où on va souscrire pour détecter la présence de l'autopilote. C'est la partie initialisation du véhicule. Donc on va souscrire à un topic qui s'appelle Mavros State. Et lorsqu'on va recevoir des messages sur ce topic-là, en fait, on va injecter des événements dans l'automate. On a le send event, connected event, et send event, disconnected event. Voilà, c'est là. Et l'automate, proprement dit, le voilà, il est là. Ça, c'est un état, c'est le premier état. Et on va réagir, par exemple, il y a le react connected event qui va faire transiter l'automate vers un nouvel état qui est le on switch off board, par exemple. Ici, on a une illustration de ce qu'est un message au sens ROS. Donc ce message avec une payload utile en bas, qui dépend du type de message. Et là, c'est le header standard ROS avec notamment les timestamps, ce qui permet d'avoir une approche temps réel, puisque tous les messages sont timestampés. Donc c'est du C++ pour le brain, autre langage bien supporté par ROS. On en profite pour montrer qu'il n'y a pas de problème, on peut mélanger différents langages et ils peuvent même partager des définitions de messages. Tout est parfaitement aligné à travers ROS. Et on va enfin arriver dans la partie autopilote. Donc l'autopilote, c'est quoi? Comme l'a dit Christian, c'est vraiment l'organe qui va faire bouger la voiture et prendre la décision de quel ordre donner à la direction et au moteur pour arriver au point de passage. Comment ça se passe? L'autopilote est quelque chose qui va consommer deux types de messages. Il va consommer à gauche ce qui lui vient du brain, c'est-à-dire la mission qu'on lui donne, le point de passage qu'on lui donne comme cible. Et il va intégrer toute la géolocalisation qui vient de l'Indoor Positioning System, l'IPS. De ce côté-là, il va calculer, il va faire une estimation de la position du véhicule, mais pas que, il va faire aussi une estimation de ce qu'on appelle l'attitude, c'est-à-dire l'orientation du véhicule. Est-ce que j'ai la tête au nord, au sud, à l'ouest? Parce que c'est important, il faut savoir si on doit tourner à gauche ou à droite à un moment. Tout ça est intégré et est envoyé dans ce qu'on appelle les algorithmes de contrôle de position, donc le L1 Position Control, qui est un algorithme académique, on trouve plein de papiers qui le décrivent. Et à la fin, on a une boucle de régulation de PID, donc, pour donner l'ordre à un moment au véhicule, tourne à gauche, tourne à droite, et puis on évite les secousses. On essaye d'être assez souple. Et à la fin, on va vraiment injecter des ordres sur les servocommandes de la voiture. Donc c'est comme ça que l'autopilote fonctionne. En plus, il va remonter, la position qu'il a estimée et l'attitude va être remontée à travers le backbone bridge, ce qui va permettre de remonter dans l'application mobile une estimation correcte de la position du véhicule et de son orientation. Donc on vient de balayer tout ce qu'on a mis finalement dans cet écosystème pour pouvoir réaliser ce robot taxi. On en est où aujourd'hui? D'abord, voilà, la première nouvelle, c'est qu'on a atteint un step assez important où on était capable de démontrer un usage end-to-end
d'un scénario de mobilité, notamment le robotaxi. Donc ça, c'était important pour nous parce qu'il fallait qu'on ait vraiment tout en place de A à Z avant de pouvoir faire ce type de démonstration. Et deux, on montre qu'avec cet écosystème, on n'est pas dans le virtuel, on n'est pas juste dans de la simulation. On est du end-to-end, on a de l'utilisateur, du mobile, et on a du véhicule qui se déplace, donc on peut s'intéresser à toutes les problématiques autour du sujet. La troisième information qu'on retire de ça, c'est qu'on était parti sur une architecture événementielle sans trop savoir si ça s'appliquait à ce domaine-là, et en fait, oui. Ce qui est intéressant pour nous, parce que l'architecture événementielle, c'est quelque chose qu'on met en place à l'échelle de Renault pour ses besoins propres, mais finalement, là, on démontre que cette même architecture peut servir aussi aux produits de Renault, qui sont les véhicules. Donc il y a bien des grands points communs dans ces technologies qui permettent d'adresser beaucoup de use cases. Quatrième point, c'est une formidable plateforme de test and learn. Je reviendrai dessus juste après. Et le dernier point, c'est que le début. En fait, il y a plein de choses à rajouter sur cet écosystème. On va pouvoir travailler l'onboard qu'on n'a pas vu, l'écran tactile là. On va pouvoir travailler des scénarios à multi-véhicules qu'on n'a pas encore. Le V2X, ça en fait partie, c'est cette capacité des véhicules à interagir avec leur entourage sans passer par des réseaux centraux. Hein. C'est à base de Wi-Fi ou de 5G. Les véhicules vont être capables de communiquer entre eux et de communiquer avec le reste de la Smart Cities, par exemple. Et puis tous les services de mobilité autres, puisque là, on s'est juste arrêté sur un seul, qui est le robotaxi. Alors, quelques derniers mots sur Miao Cars. Miao Cars est né il y a 1 an à peu près, comme un side project. Et donc c'est le résultat aujourd'hui de la collaboration d'une dizaine de Renault Digital qui ont travaillé le sujet quand ils avaient un petit peu de temps. Et en fait, c'est une bonne aussi démonstration de ce qu'on peut faire en bottom-up, parce que ça a commencé en side project, et aujourd'hui, c'est un projet sur lequel on a du budget. Donc on a réussi à démontrer à notre management, voilà ce qu'on sait faire, voilà à quoi ça peut servir, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ok, allez, un peu de budget, on continue, avec un budget de 5 personnes à mi-temps. Et puis autre information, si vous aimez Miao Car, il y a un concept très proche qu'on fait aussi chez nous qui s'appelle Do It Yourself Robocars France, qui est issu d'un meet-up américain et qui consiste à faire concourir des petites voitures autonomes pour faire des courses. Voilà. Donc je n'en parlerai pas plus. Donc c'est plus basé sur du deep learning, c'est très fun et ça permet aussi de toucher le deep learning et ces technologies-là dans une approche très rigolote. Donc on organise, pour information, un meet-up 1 fois par mois, c'est une course, est complètement ouverte. N'importe qui peut venir concourir et participer aux courses. Alors, si vous voulez discuter plus en détail de ça ou d'autres choses, vous pouvez passer nous voir donc au stand G7. On fait un tirage au sort pour gagner justement une Robocar. Si vous voulez venir concourir et jouer avec nous, vous pouvez gagner une Robocar à assembler. Et puis si vous voulez juste venir discuter de nos métiers, de DevSecOps, de Dev d'Archi, de craftsmanships, n'hésitez pas. Alors je parlais de test and learn, voilà les petits problèmes qu'on a eu au début. Donc là la voiture, c'est quoi le problème? Elle n'a pas d'attitude en fait, elle ne sait pas dans quelle direction aller. Ça vous est arrivé à tous de mettre en route votre GPS dans votre voiture et le GPS n'est pas du tout orienté comme la voiture. C'est exactement ça. Donc ça ne peut pas marcher. Et en fait pourquoi? Parce que dans les bâtiments on a découvert à l'insu de nous-mêmes que les boussoles c'est n'importe quoi. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de structures métalliques, il y a trop d'électricité, c'est pas possible. Et donc, une fois qu'on a réglé ça, donc en fait, on s'est complètement abstrait de tout référentiel physique. Maintenant, on s'est mis dans un référentiel complètement défini par nous-mêmes, finalement. Et bien, ça marche beaucoup mieux. Voilà. Et un petit clin d'œil vite fait. Voilà, il n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais quand même, Olivier Bourasset, qui est le directeur adjoint du pôle technologie à Renault Digital, c'est lui qui a porté le sujet. Et plus que porter le sujet, donc plus que d'avoir l'idée et de trouver les personnes pour l'aider, il a participé concrètement à réaliser le projet. Voilà. Donc c'était pour lui faire un petit coucou parce qu'il n'est pas là avec nous. C'est lui qui a mis en place tout ça et qui nous a beaucoup aidé dans la réalisation. À gauche, là, il nous explique les quaternions. Je vous laisse trouver sur Wikipédia ce que c'est. J'ai toujours pas compris. Sébastien, est-ce qu'on aurait une petite surprise? Oui, Olivier n'est pas là avec nous. Elle n'est pas là avec nous aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on vous a montré une vidéo tout à l'heure. C'est bien. Les démos, c'est mieux. Donc, on n'a pas la place d'installer notre ville ici. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a installé au cristallin dans nos locaux. Et on a un flux en stream, normalement, avec les locaux. Voilà. Donc, vous retrouvez la Smart City qui est là. La voiture, on ne la voit pas très bien. Elle est juste en bas à gauche. Et l'application mobile qui est donc sur l'émulateur Android de ma machine ici. Alors,
on va forcément avoir un effet démo. Je vais juste redémarrer l'émulateur. Ah, c'est un vrai émulateur. C'est pas un simulateur d'émulateur. Alors on va prier pour que l'émulateur ça fonctionne. Donc l'idée c'est que j'ai ici sur mon téléphone, on a donc 2 clients mobiles, un client sur mon téléphone, un deuxième qui va être affiché à l'écran. L'idée c'est aussi de pouvoir démontrer que ce que voit un utilisateur, qui sont les services personnalisés, un autre utilisateur ne le voit pas. C'est-à-dire que la mission que je vais réserver, on ne va pas la voir, par contre on va voir l'état des véhicules qui vont apparaître sur la carte. Et puis dans l'idéal de pouvoir voir aussi la petite voiture qui se déplace sur le circuit. Donc on va attendre que l'émulateur démarre. En attendant, si vous avez des questions, les collègues peuvent y répondre. Oui. Vous utilisez quoi comme algorithme pour le pathfinding? Qu'est-ce qui marche Oui. Ouais. Donc, quel algorithme est utilisé pour le pathfinding? C'est nos collègues data scientists qui ont cuisiné ça. Donc, si je dis une connerie, soyez indulgents, c'est un Dijkstra. Bon, bah, du coup, on a notre effet démo, c'est que la voiture n'apparaît pas sur l'application mobile sur l'émulateur. C'est pas grave, on va quand même essayer de la contrôler à distance ici. J'ai envie de vous montrer aussi que c'est pas scripté. Donc c'est pas moi qui vais choisir les points. Vous voyez les pick-up points qui sont représentés par des post-it au sol, en imaginant qu'ils sont numérotés de 1 à je ne sais pas combien, en partant de en haut à gauche et en descendant jusqu'à en bas à droite. Si vous deviez me donner un point de départ, vous demanderiez quoi? Un numéro. Le 4, donc c'est celui qui est sur la ligne du milieu. On est d'accord? Donc, sur la deuxième rangée au milieu, c'est ça? OK. Et un point d'arrivée? 11. Alors super, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En bas à gauche, donc là où elle est. C'est ça? OK. Et bien on va lancer la mission et on a bien une voiture qui part, qui va normalement... Donc elle suit les contraintes de circulation là également. C'est dommage, on ne la voit pas sur l'émulateur, mais pour ceux qui ont de très 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 bons yeux, elle se déplace sur mon téléphone. En fait, il y a des sens uniques dans la ville, vous aurez remarqué. Voilà, elle s'arrête approximativement à son point de départ. Je simule que je rentre dedans parce que je ne suis pas le petit bonhomme qu'il y avait sur la vidéo tout à l'heure. Donc je clique sur le bouton Drive. Le téléphone se met en veille au bon moment. Voilà. Et la voiture part et va arriver en bas. Et avec un peu... Ah, elle s'arrête dans l'écran. C'est parfait. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, il nous reste un peu de temps. Sinon, venez vous voir à notre stand et vous pourrez peut-être aussi jouer avec la démo live. Est-ce qu'on a testé avec plusieurs véhicules? On ne l'a pas testé avec plusieurs véhicules. L'écosystème est fait pour. Pour tout dire, ça ne marchait pas il y a 3 semaines. Donc on s'est focalisé d'abord sur un véhicule avant d'en mettre plusieurs. L'écosystème est fait pour. La seule chose qui n'est pas gérée aujourd'hui, et c'est ce que Benoît expliquait tout à l'heure, c'est la communication véhicule à véhicule. Donc dans ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui, les véhicules pourraient se rentrer dedans parce qu'ils ne communiquent pas entre eux, ils ne savent pas où est l'un et l'autre. Je viendrai après. Justement, par rapport à ce sujet, vous comptez faire comment? Avec des sonars, ils communiqueraient entre eux, ils connaîtraient leur environnement? Alors, en fait, on peut imaginer beaucoup de choses. Et, ouais, alors la question, c'est comment les véhicules communiqueraient entre eux, enfin, quelles sont les solutions envisagées? Il y a plein de solutions et c'est sans doute un mélange des solutions, mais après, on peut s'amuser à tester individuellement chaque solution. Le V2X, c'est une capacité à communiquer à l'échelle, c'est soit du Wi-Fi, soit de la 4-5G. Nous, on pourrait le faire en Bluetooth, par exemple. Et là, l'idée, c'est que les véhicules, par exemple, diffusent leur intention. Et comme ça, chaque véhicule connaît l'intention des autres et peuvent prendre des décisions. C'est aussi valable pour le véhicule vers autre chose que... Ça peut être les feux tricolores qui communiquent avec le véhicule, etc. Après, évidemment, toutes les choses remontent dans le cloud, donc on peut aussi, par là, partager des informations.
Le V2X, évidemment, son challenge, c'est de faire communiquer des véhicules qui ne sont pas de la même marque. Donc c'est aussi intéressant. Mais on peut imaginer plein de choses. On peut imaginer rajouter de la vision. On ne l'a pas encore fait. Faites Ah. coucou à Olivier. C'est Olivier. On a bien calé la vidéo. Non, je rigole. Donc, on pense rajouter une caméra vidéo, justement, pour rajouter tout ce qui est deep learning en complément de la navigation classique par cartographie, pour ajuster le comportement du véhicule à la marge. On peut aussi imaginer rajouter des lidars, mais évidemment, là, c'est absolument pas pertinent parce qu'on n'a pas de relief, parce que c'est une carte. Voilà, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Donc le lidar, il ne nous apportera pas grand-chose. Mais on peut l'imaginer, ou des lidars ou des caméras à perception de profondeur qui remontent la profondeur de chaque pixel et qui permettent exactement d'avoir un mapping 3D de l'environnement. Tout ça, c'est du possible. Après, en fait, on va choisir des sujets, on va construire au fur et à mesure. On va enrichir en fait, l'écosystème au fur et à mesure. Il y avait une question au fond. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut en dire plus sur le système d'IPS utilisé? Oui. Le système d'IPS utilisé, c'est un système qui s'appelle POSIX. P-O-Z-Y-X, qui n'a rien à voir avec la partie Linux POSIX. Ça fonctionne comment? Ce sont des encres qu'on installe. Ici, on les voit pas. On voit un poteau en haut à gauche. Ce sont des encres qu'on installe à chaque extrémité de la piste. On leur donne des coordonnées et on a un récepteur sur la voiture qui communique en ultra wideband avec ces encres-là qui jouent en fait office de satellite et qui calcule sa position par rapport aux encres avec du time to light. On va devoir s'arrêter là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à passer nous voir au stand G7 qui n'a rien à voir avec les taxis.